Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette édition de 13h. Nous vous le disions la semaine dernière, la saison cyclonique a officiellement débuté le 1er juin. Et à chaque saison cyclonique se pose la question de la sécurisation des réseaux, en particulier les câbles électriques. Depuis 2012, le CIMEG, le syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe, a entrepris la mise en souterrain des lignes. Pour l'heure, seuls 28% du réseau basse tension est enfoui. Les travaux ont pris du retard en raison notamment de l'explosion du coût des matériaux. Michael Bastide, Daniel Quirin. Ils se croisent et s'entremêlent dans un désordre indescriptible. Ce spectacle peu esthétique est voué à disparaître progressivement du paysage guadeloupéen. À l'entrée de la baie du Moule, à l'impasse Christiani, l'enfouissement des linéaires de câbles aériens va permettre de raccorder les 48 habitations du quartier. Tous ces réseaux-là vont être transférés en souterrain pour alimenter toutes les maisons en souterrain. Et donc, tous les réseaux aériens vont disparaître. Ces opérations répondent à des enjeux à la fois esthétiques et sécuritaires, notamment lors de la saison cyclonique. Les réseaux ne pourront plus subir en quelque sorte les aléas climatiques tels que les cyclones. Donc tout ce qui sera enfoui sera sécurisé. Et donc, une fois qu'on aura enlevé la partie aérienne, il n'y aura plus de risque de chute de réseau ni de chute de poteaux. Les premiers travaux d'enfouissement des réseaux de communication, d'éclairage public et d'électricité ont débuté en Guadeloupe en 2012. Seulement un quart des 4200 km de réseau basse tension est désormais souterrain. On y travaille, c'est vrai que ce n'est pas évident, puisque avec l'explosion des coûts des matériaux, nous avons ralenti par rapport aux prévisions qui étaient données en début de mandature en 2020, mais nous travaillons énormément et nous sommes à 28%. En revanche, 75% des 2000 km de réseau haute tension est enfoui. Le coût financier du schéma directeur coordonné pour l'enfouissement des réseaux basse tension est estimé à 12 millions d'euros. L'objectif du CIMEG est d'enterrer l'ensemble des réseaux dans 10 à 15 ans. Dans l'actualité, il y a aussi le lancement de la semaine du numérique. L'objectif étant de valoriser le secteur du numérique en Guadeloupe en proposant de mettre en lumière toutes les initiatives des acteurs privés et publics ainsi que de contribuer à renforcer l'attractivité du secteur auprès des entreprises et autres porteurs de projets. 4 thèmes en fil rouge toute cette semaine: l'investissement, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat engagé. Je vous propose d'écouter Alix Bicep, le président de la commission innovation et numérique à l'UDE-MEDEF. Il est interrogé par Ronnie Maletti. Pendant toute une semaine, mettre en avant le numérique sous ses différents aspects, qu'il soit sous la partie financière, qu'il soit investissement, que ce soit sous la partie cybersécurité, que ce soit sous la partie, on va parler d'IA ou d'entrepreneuriat engagé, donc plusieurs prismes pour parler des différents aspects du développement de l'écosystème numérique. Les innovations, oui, c'est une conférence sur la cybersécurité, en tout cas la sécurité économique, qui se déroulera demain avec un focus sur la cybersécurité et surtout un concours de hack qui va se dérouler toute la journée demain. Des jeunes étudiants d'université vont apprendre à pirater pour comprendre les enjeux de la sécurisation. Un startup.gp sur l'IA, mais surtout aussi un nouvel événement qui s'est greffé, qui n'existait pas. C'est le Boost Up Experience, au cours duquel il y aura pas mal d'intervenants, de conférences, où il y aura un job dating, où il y aura toute une activité, plein d'activités autour de l'entrepreneuriat innovant. Et puis, depuis le 1er juin, la plateforme Parcoursup délivre les premières réponses des universités et grandes écoles en direction des futurs étudiants. Ils avaient quelques jours pour répondre aux propositions d'admission qui leur ont été faites. Des temps d'échange étaient prévus dans les établissements, comme ce matin au lycée Gerville-Réache à Basse-Terre. L'idée étant de libérer des places au fur et à mesure que les candidats expriment leur choix en acceptant ou en refusant certaines propositions. On écoute à ce sujet 2 élèves de terminale, Elisa Meyer et Lou Paris d'Avensen, mais aussi Roselyne Edouard, la directrice déléguée aux formations technologiques. Elle est au micro de Thierry Philippe. Pour moi, ça s'est bien passé. Donc j'ai eu des prépas que je voulais. Après, je suis encore en liste d'attente sur pas mal de vœux que je veux. Mais pour l'instant, en termes de liste d'attente, ça se passe bien et je suis bien classée. On peut dire qu'il y a une sorte de stress au début quand même par rapport au choix qu'il faut faire, à la difficulté peut-être de choisir une orientation. Et surtout lors des résultats, puisque bon, la pression de savoir si on est accepté ou non. Après,
Je pense dans le cas où on est accepté dans les écoles ou les facs qu'on voulait, on peut ressentir une certaine chute de pression, une certaine joie. Chez nous à Gerville-Riache, on a les premiers résultats qui sont tombés. Donc nous avons effectivement le bac général. Pour l'instant, on a à peu près 8% d'élèves qui seraient sans proposition. Voilà. Et pour la voie technologique, de moitié, à peu près 4%. Mais ce qui est important pour nous, pour Parcoursup, notamment pour la voie technologique, nous avons deux voies, la voie santé sociale, sciences et technologies, santé sociale, où nous avons 5 élèves qui vont intégrer l'IFSI, l'Institut supérieur de formation des infirmiers. Et pour l'autre voie, les STMG, sciences et technologies du management de la gestion, là on a effectivement à peu près 8 élèves qui sont sans proposition. Mais les choses évoluent au fur et à mesure effectivement des réponses des candidats. Donc nous sommes sereins là-dessus. De la politique dans ce journal avec le 17e congrès des élus prévu ce mercredi 7 juin. Un congrès sous l'égide du président du département, un rendez-vous important à quelques jours du comité interministériel de l'outre-mer et dont l'enjeu se veut crucial. Les précisions de Jackie Massico. Ce 17e congrès des élus est inédit car il s'inscrit dans le processus initié par l'appel de Fort-de-France après un échange direct entre les signataires et le chef de l'État. C'est une étape clé dans l'amorce de ce qui s'apparente à des négociations avec le pouvoir central, des discussions bilatérales État-collectivité sans exclusive et sans tabou, a promis le président de la République. L'enjeu est considérable. Changer en profondeur la nature des relations entre l'Hexagone et l'Outre-mer, ce qui à terme doit conduire à une réforme constitutionnelle. Des travaux de ce 17e congrès devront donc émerger une vision claire et des propositions. Les élus, pour être à la hauteur de leurs ambitions, devront être en capacité de mettre sur la table un véritable projet de société. Dans cette optique, après une consultation menée par une commission ad hoc en lien avec l'autorité préfectorale et appuyée par des spécialistes, ils ont travaillé ces derniers mois sur 12 grandes thématiques qui vont des questions économiques à l'évolution institutionnelle, en passant par les questions environnementales, la fiscalité, la culture ou encore l'inadaptation des normes. Le Congrès devra valider les options les plus pertinentes en vue du prochain comité interministériel de l'Outre-mer. Politique toujours. Franck Baptiste a lancé hier son mouvement politique, le Rassemblement démocratique saint-anais, lancement qui s'est déroulé en présence de nombreux soutiens politiques. Il entend ainsi définitivement s'affranchir de son frère Christian Baptiste, ancien maire de Sainte-Anne et nouveau député de la 2e circonscription de la Guadeloupe. Le Rassemblement démocratique saint-anais compte œuvrer en priorité pour la rénovation du réseau d'assainissement ainsi que la rénovation des écoles face aux risques naturels, selon Franck Baptiste. Notez que les concentrations en particules fines PM10 dans l'air devraient dépasser les 50 microgrammes par mètre cube en moyenne. Cette valeur correspond au seuil d'information et de recommandation. Face à cette prévision et à la persistance de cet épisode de pollution, la procédure d'alerte rouge est déclenchée. Conformément à l'arrêté préfectoral, les populations vulnérables et sensibles doivent bien entendu prendre toutes les précautions recommandées. En Guyane, la culture du manioc connaît une véritable crise sanitaire. Depuis quelques mois, la plante est attaquée par un champignon. Des analyses doivent être réalisées afin de déterminer la nature exacte du problème. Champignon ou virus, bactéries, insectes, le diagnostic est très attendu pour pouvoir mettre en place des protocoles et tenter de sauver les parcelles et plants qui peuvent encore l'être. Guillaume Perrault. Sur le Haut-Maroni, le prix du manioc a doublé. À Maripasoula, le bidon de couac est passé de 60 à 130 €. La crise sanitaire du manioc prend de l'ampleur et perturbe le quotidien des habitants. Peter Wagno, habitant du village Tidamali, a perdu la moitié de sa plantation. Je ne sais pas ce que je peux faire. Est-ce qu'il y a des gens d'agriculteurs pour nous aider il n'y a pas que moi, il y a tous des villages qui sont contaminés par cette virus. Je ne sais pas si c'est virus ou pas. Ces 2 dernières années, il a énormément plu sur l'Oyapock et le Maroni, entraînant des crues historiques. Et depuis quelques mois,
le manioc est atteint d'une maladie. Donc on a été alerté l'année dernière par des agriculteurs, sauf qu'en fait, avec le climat qui était vraiment très particulier, on n'a pas su tout de suite dire si c'était lié du coup à la rémanence des pluies dans les sols ou aux inondations du fleuve ou à des maladies. On avait juste émis cette hypothèse. Cette année, ça a recommencé. Et donc là, on peut se dire que comme les symptômes se reproduisent vraiment identiques, et qu'en plus il y a eu des alertes du côté du Brésil et maintenant aussi du Suriname, qu'effectivement, il pouvait y avoir un problème qui pouvait être lié à un pathogène, et donc on essaye d'identifier. Si les experts brésiliens privilégient la piste d'un champignon, chez nous, des analyses doivent être réalisées pour déterminer la nature exacte du problème. Champignons, virus, bactéries, insectes, le diagnostic est très attendu. On va faire des analyses de boutures dans des différentes zones de Maripa, Grand Senti et les autres communes touchées pour savoir réellement à quel endroit on a des boutures saines, à quel endroit on a des boutures malades, pour les multiplier surtout les boutures saines au niveau du pôle agricole, les diffuser afin que ce problème-là il soit réglé. Pour éviter la dispersion, il est recommandé de couper et brûler les parties malades, de bien nettoyer ses outils et ses bottes avec de l'alcool ou de la javel. En Haïti, les autorités ont pu constater qu'on ne plaisante pas avec l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée. 35 000 bouteilles d'un soda local estampillé champagne et destiné au marché français ont été détruites il y a quelques jours. La justice française a estimé qu'il s'agissait bien d'une usurpation d'appellation d'origine. Michel Gendre. C'est une boisson gazeuse très appréciée de la communauté haïtienne. Un soda produit depuis près de 40 ans par la brasserie de la Couronne à Port-au-Prince. Mais une cargaison de ce cola champagne, comme on l'appelle, s'est retrouvée bloquée sur le port du Havre il y a bientôt 2 ans. 35 000 bouteilles ont été immobilisées par les douaniers et le puissant comité Champagne a signé l'importateur devant la justice pour usage abusif de l'appellation d'origine contrôlée. L'utilisation du nom Champagne est strictement réservée. Seuls les vins mousseux de la région Champagne peuvent l'utiliser. Le tribunal de Paris a confirmé l'usurpation et a donc ordonné la semaine dernière la destruction de l'intégralité de la cargaison en provenance d'Haïti. C'est un soda qui est destiné à une consommation qui n'a rien à voir avec le champagne. En revanche, cette utilisation du nom champagne pour désigner ce soda, elle pose problème car elle dilue, elle affaiblit la notoriété de l'appellation. L'appellation champagne, c'est le joyau des Champenois. C'est ce qui permet aux Champenois de convaincre les consommateurs partout dans le monde de la qualité de leur vin. Bouteille après bouteille, le stock de soda haïtien a donc été transvasé à la main dans des cuves spéciales pour déchets liquides. Et les emballages patiemment compactés avant recyclage. Le comité Champagne traque sans merci toutes les utilisations abusives de son nom. Quelques 500 affaires sont ouvertes chaque année contre des produits de toutes sortes, utilisant l'appellation d'origine Champagne. Quelques mots de cyclisme maintenant. Une semaine après son titre sur le Grand Prix Boris Carène, Bastien Duculti, le coureur de la TMC, a récidivé. Il s'impose sur le Grand Prix de l'USL hier dimanche. La dernière étape a été remportée par Mévin Gène, qui termine 2e du général. On écoute le vainqueur au micro de Christian Dorquin. Je me sentais très bien encore aujourd'hui. C'était un parcours qui me correspondait vraiment. Alors, les mamelles, c'est vrai que j'affectionne. Depuis le début de saison que je suis ici, dès qu'on passe les mamelles, je me retrouve devant. Donc forcément, là, sachant que je suis encore un peu plus en forme qu'il y a 2-3 semaines, j'avais hâte honnêtement d'être aujourd'hui sur cette étape. Et voilà, je l'ai mise. L'idée, c'était de la mettre à ma main. C'est ce que j'ai fait avec mes coéquipiers. Donc voilà, on a montré qu'on était tout de suite là, encore une fois, et pour un petit peu intimider. Et on s'est pas laissé déborder, donc c'est ça qui est bien à voir et qu'on va retenir. Pas trop accumuler de fatigue pour la suite, donc je pense qu'on va se reposer un petit peu pour reprendre après. Il y a d'autres coureurs qui arrivent très forts aussi, donc voilà, on va laisser tourner un petit peu l'équipe et peut-être se mettre un peu au repos. Voilà, ça m'a fait un très bon cycle depuis que je suis là, ça fait à peu près 1 mois. Donc c'est ce que j'avais aussi programmé à l'avance, après ces 2 week-ends de course, de relever un petit peu le pied. Donc voilà, on va mettre au point tout ça avec Eric Chabat et Max Macambo.
Et puis rideau hier sur les championnats de France de cyclisme des Outre-mer, les 17e championnats. Une édition remportée chez les femmes par la réunionnaise Cassandra Legros. La première guadeloupéenne se classe à la 9e place. Il s'agit de Clémence Briche. Chez les hommes, le Calédonien Ryan Lacheny s'impose en remportant les 3 étapes. 2 Guadeloupéens complètent le podium, Benjamin Loni et Taino Caillot. Et on passe à notre focus du jour. Et dans notre focus, on continue à parler sport et l'on revient sur la victoire de l'équipe féminine de handball de l'Étoile de Morne-à-l'Eau, championne ultramarine, mercredi 31 mai, à l'issue du match les opposant aux tenants du titre, les filles de l'Arsenal du Robert. Une victoire sur le fil, 27-26, ce qui leur a donné le droit de jouer les finalités du championnat de France de National 1. Pas de chance pour elles ce samedi, une défaite sans appel, 48-17 face aux Girondines du stade Pessaquet. Willy Plantier, l'entraîneur de l'Étoile, est avec nous. Bonjour Willy. Un mot d'abord sur cette finale de National 1. Bonjour. On peut le dire, maintenant, vous êtes passé totalement à côté de votre finale. Oui, on est passé totalement à côté de notre finale, mais bon, on a les explications qu'il faut. Les filles étaient fatiguées. C'est vrai qu'avec un effectif très amoindri arrivé en métropole, on a fait l'exploit qu'on a commis le mercredi, on n'a pas pu le commettre le samedi. Malheureusement, le score est sans appel. Mais c'est vrai qu'on est tombé face à une équipe qui était toute fraîche, on dirait ça comme ça, alors que nous, on sort de 3 matchs de 1 heure. Donc, automatiquement, la fraîcheur a fait la différence. L'objectif, Willy, c'était les championnats ultramarins, le National 1, la finale, c'était un peu la cerise sur le gâteau? En fait... on a été une surprise durant toute la saison, on dirait. C'est-à-dire qu'effectivement, même en Guadeloupe, on finit premier du championnat régulier. Effectivement, on n'est pas donné favori à la finale du championnat de la Guadeloupe parce qu'il y a le Zayana qui a gagné la coupe, il y a l'Intrépide qui est champion en titre. Et effectivement, là aussi, on a surpris tout le monde. Arriver en métropole, là aussi, c'est un challenge pour nous. Comme j'ai dit aux filles, c'est que du bonus pour nous, on va y aller. Et durant toute la saison, l'état d'esprit, c'était ça, de se battre, de ne jamais lâcher, de toujours croire en nous. Et jusqu'à mercredi, la finale ultramarine face à Arsenal, on s'est dit qu'on va se battre, on va mettre toutes les chances de notre côté. On s'est battu avec un effectif totalement moindre, je dirais, parce qu'on a 4 joueuses potentielles titulaires qui n'étaient pas là. Donc on a fait avec les armes qu'on avait et on a réussi notre coup. Restons sur ces moments heureux et partagés avec le public ultramarin qui a été présent pour ces championnats. Vous le disiez, c'était une surprise, mais qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous d'avoir gagné ces championnats ultramarins ? C'est une fierté déjà, parce qu'effectivement, à partir du moment qu'on prend l'avion, on sait qu'on part pour représenter notre île, la Guadeloupe, et donc gagner ces ultramarins face aux champions en titre, ça reste une fierté pour nous, une fierté pour l'Étoile, une fierté pour la Guadeloupe, une fierté pour la ville de Mimaro, de tous les sponsors qui nous accompagnent, donc et une fierté également pour moi en tant qu'entraîneur, parce que c'est vrai que ça fait déjà 20 ans que je suis dans le milieu du handball. Entraîner l'Étoile, ça fait seulement 1 année que j'ai les filles, et arriver à ce résultat-là, il n'y a que du positif, on retient que du positif et on espère que ça va continuer comme ça. Une victoire, vous l'avez dit, face au champion en titre, l'Arsenal du Robert, qui comptait d'ailleurs faire le doublé 2 années de suite. Comment vous avez réussi à motiver vos filles, les mettre en condition pour aller terrasser cet ogre qu'est l'Arsenal du Robert ? Vous savez, j'ai beaucoup observé l'équipe à l'échauffement et avant le coup de sifflet, je vais voir les filles, je leur dis les filles, ce match elle est pour nous parce que j'ai regardé les filles, elles ont la crainte de leurs yeux, j'ai regardé l'entraîneur. Alors il y a 2 solutions, c'est soit ils sont trop confiants, soit ils ont peur de nous. J'ai choisi la deuxième solution, je dis aux filles, ils ont peur de nous, il faut y aller, on va les taper, on va jouer notre handball. Et les filles, elles ont répondu à l'appel.
Et donc, c'était une belle fierté pour nous. Même si c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à la fin, où l'équipe égalise sur nous. Mais encore une fois, comme pendant tout le championnat, ne jamais rien lâcher. L'équipe est revenue à égalité et puis on reprend encore un but. On n'a jamais lâché. Pendant tout le match, on est resté devant. Et on amène cette belle victoire à notre île, la Guadeloupe, et à l'Étoile de Morne-à-l'eau. Cette victoire vous fait du bien, Willy Plantier. Cette victoire fait du bien aussi à l'Étoile de Morne-à-l'eau après le titre de champion. Je pose cette question parce que après la pandémie, il était difficile pour beaucoup de clubs dans beaucoup de disciplines de repartir, de se relancer. Vous avez réussi avec cette équipe de l'Étoile. Je suppose que ça donne du baume au cœur. C'est vrai que c'était très difficile pendant la pandémie. Effectivement, moi, je suis arrivé à l'Étoile à cette période-là avec les garçons. Et effectivement, j'ai vu avec le président, M. Bolmet, effectivement, qu'il y avait quelque chose à faire avec cette équipe féminine. Donc, j'ai été propulsé de par l'entraîneur qui était là avant moi, Christophe Garin, et avec le président, j'étais propulsé vers cette équipe féminine. Et c'est vrai qu'il y avait un effectif déjà présent. On a continué sur la lancée de la saison 2021-2022. Et avec ces filles, on a réussi à gagner ce championnat. C'est vrai que pour la suite, ce sera compliqué, parce que c'est vrai que le handball se meurt un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de joueuses. On essaie de ne pas démunir une équipe pour renforcer la nôtre. Donc c'est très compliqué, c'est vrai, mais à l'Étoile, on est toujours resté confiant. Il y a des petits jeunes qui continuent de venir, on va les intégrer avec l'équipe senior et on verra bien ce que ça va donner l'année prochaine. Après une telle saison, Willy, la suite ne peut être qu'aussi belle. Il va falloir continuer sur cette lancée, il n'y a pas de raison. Oui, c'est vrai que ça aurait été, si c'était aussi simple, je vous aurais dit banco tout de suite, mais c'est vrai que vous savez, les jeunes, ils partent en métropole, ils vont faire leurs études, donc on doit composer également avec ça. Donc là, on perd déjà 2 joueuses qui vont en métropole, dans un club en métropole. Donc c'est vrai qu'on doit tout le temps, à chaque fin de saison, penser déjà à renouveler notre équipe pour l'année qui va suivre. Et sincèrement, c'est pas chose facile parce que c'est vrai qu'on dirait avec un titre de champion, on peut se renforcer facilement. Mais vu le nombre de joueuses très diminué qu'on a dans notre bassin en Guadeloupe, c'est vrai que ce ne sera pas évident. Mais je lance un appel, j'en profite pour lancer un appel aux joueuses qui veulent nous rejoindre à l'Étoile de Morne-à-l'eau. Nous sommes prêts à les accueillir, nous sommes prêts à les faire découvrir le haut niveau, parce que c'est vraiment du haut niveau qu'on a rencontré là-bas, même face à l'Arsenal. L'Arsenal du Robert, c'est une équipe qui n'avait jamais perdu durant le championnat. Donc c'est une équipe que je considère comme des semi-professionnels, parce que vraiment c'est un effectif hors du commun, je leur tire mon coup de chapeau. Donc c'est vrai qu'en Guadeloupe, on n'a pas vraiment un effectif identique. On doit composer avec ce qu'on a, mais je lance un appel aux filles qui veulent nous rejoindre à l'Étoile de Morne-à-l'eau. La porte est grande ouverte et puis on va encore travailler pour être champion l'année prochaine, bien sûr. Merci quels que soient les moyens. Merci beaucoup, Willy Plantier. Merci d'avoir été avec nous et bonne continuation et on espère vous retrouver l'année prochaine à pareille place, peut-être, ou une autre équipe de Guadeloupe en tout cas. Merci beaucoup. Nous capati Lotbo à présent. Continue son voyage au Bénin avec Max Zita. Le musicien-chanteur est une référence dans le milieu du gospel en France. Le Guadeloupéen organisait pour la 2e année consécutive un voyage au Bénin axé sur la culture, la solidarité et le retour aux sources. Un voyage fort en émotions qu'ont suivi pour nous Nathalie Sarfati et Hugo Laridon. C'est une chanson traditionnelle du Bénin que Max Zita interprète avec ses chanteurs et avec l'une des sœurs Teriba qui les accueille. Précurseur du mouvement gospel en France, le Guadeloupéen organisait pour la 2e fois un voyage au royaume du Dahomey. C'est un séjour culturel et solidaire. Le bus qui les emmène vers Adjara, au nord de Porto Novo, déborde de bagages. Des dons destinés à une association solidaire et éco-responsable. Nous sommes venus avec donc des cahiers, des stylos, des crayons, un peu le matériel scolaire pour l'année prochaine que certains d'entre nous avons recueilli dans nos boulots, dans notre entourage. Au-delà de
de l'action de venir ici. Il y a aussi tout un maillage en amont qui permet de penser à une action positive entre nous, quoi. Voir des gens de bonne volonté comme ça venir nous soutenir, ça nous va droit au cœur. Si on fait vraiment le point de ce qu'il faut acheter chaque année comme fourniture scolaire partagée aux enfants, c'est des centaines de mille. Tradition oblige, les enfants ont joué et chanté pour remercier Max et son groupe. L'occasion pour certains de se laisser aller à la danse. Leur générosité, leur accueil appelle aussi à cette danse. La danse, c'est un échange, c'est fusionner avec l'autre. Oui, j'ai dansé et j'ai envie de danser encore. Quelques jours plus tard, c'est à Ouida, ville mémoire de l'esclavage, que nous retrouvons Max Zita et son groupe. Direction la route des esclaves. Première étape, la case de Zommaï. Ici étaient enfermés les captifs. Max appréhende différemment ce moment qu'il vit pour la deuxième fois. La première fois quand on vient ici, on n'entend pas ce qui est dit obligatoirement. On est dans une certaine émotion qui vous prend. Et c'est bien de revenir parce que là, on a déjà fait un premier chemin, un premier pas. Et on peut entendre les choses de façon plus apaisée, quoi. Plus loin, le mémorial qui évoque le cimetière des esclaves. Ghislaine est très attentive aux explications du guide. C'est le premier voyage en Afrique pour la Martiniquaise. Si je fais ce voyage avec Max, c'est que j'espère trouver ce petit bout de moi-même, effectivement, que je sens qu'il manque à mon bien-être personnel pour savoir exactement qui je suis. Point d'orgue de cette journée, la porte du non-retour, qui symbolise le point de départ des esclaves au-delà des mers. La mer que tous ont envie de toucher, quitte à être submergés d'émotions, comme Ghislaine qui finira en larmes dans les bras de Max Zita. Simène Lassa nous avait Sonny Rupert, c'est maquette parole en nous, pour l'Ivaï, 7 ignames brisé, qui est ma terre natale. Nous coûtons extrait, non aïe, c'est chien, et puis missier, mano gombo. Chien varé moins, chien foré moins. Qu'on n'importe qui j'en ferait de chien, chien à oreilles là foré moins. Toute tête à clou en moins peut tordre si en kamanti. Manche à maton en moins peut fendre si en dépalé. Moi pas té mon âme si là, ni en blanc, ni en noir. Moi pas manger maman poulaille, ni en blanc, ni en noir. Et c'est ainsi que s'achève ce journal de 13h. L'info revient à 19h avec Christelle Théophile. On se retrouve demain à 13h. Bon appétit à tous. L'info continue sur guadeloupe.lapremière.fr.